Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 18 mars 2025. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques actions toujours qui sont intéressantes à prendre maintenant avec des dynamiques favorables, de celles qui ont donné leurs résultats, des variations du CAC 40. On va faire un petit point aussi sur les annonces allemandes avec la confirmation du frein à l'endettement et quelques chiffres, pas forcément les plus intéressants qui sont tombés dernièrement. On va passer rapidement. Et voilà, alors avant de commencer comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors une des annonces du jour, on a toujours les États-Unis, notamment Wall Street, qui continue un peu de baisser, de consolider. Ils ont toujours un peu de mal. L'Europe va mieux, l'Europe va beaucoup mieux. Et on a eu la confirmation cet après-midi que l'Allemagne a validé son plan pour investir massivement et donc limiter le frein de la dette, parce que c'est ça qui posait problème. Il fallait une alliance, parce qu'il y avait récemment des élections en Allemagne, et ils pouvaient aussi ne pas forcément avoir la majorité à la fin du mois, donc il fallait passer la loi rapidement. C'est fait. Ça doit encore être validé après avec une autre chambre, mais le principal est fait avec l'alliance notamment des Verts en Allemagne. On a cette confirmation donc qu'on va avoir donc beaucoup d'investissements massifs pour relancer un peu l'économie allemande, pour aussi relancer l'armement et aider l'Ukraine entre autres. Donc plutôt une bonne chose, parce que alors le marché l'avait plus ou moins joué et anticipé, mais tant qu'on n'avait pas cette certitude, et puis on l'aura certainement, je crois que c'est en fin de semaine, c'est vendredi, où on aura définitivement cette validation au niveau de l'État allemand, ça pourrait déclencher les derniers achats de ceux qui pouvaient encore douter de ce plan de relance de l'État allemand. Donc plutôt une bonne chose pour les marchés, on verra ces prochains jours, mais c'est la confirmation. Donc pour moi, c'était en très grande partie dans les cours, donc ça aurait été une mauvaise nouvelle si ça passait pas, mais ça peut encore débloquer encore une partie d'investissement sur le développement des actions allemandes notamment. Un petit point également sur ça. Le marché indien, on le voit en train de rebondir. Et on l'avait dit, première fenêtre éventuellement début mars, ici le 5. Et là, on se rapproche. On est en train d'aller travailler peut-être l'oblique pour confirmer la sortie de crise du marché indien. Donc, on verra cette semaine si on y arrive. Mais on a peut-être enfin une opportunité de rentrer, une deuxième. Après la première, le 5 mars, on aura peut-être une deuxième durant la semaine si on confirme une petite progression encore de quelques dixièmes ou de quelques pourcents pour un marché indien à nouveau haussier. Voilà. On va voir le CAC 40. Alors oui, quelques chiffres avant. Il n'y a pas eu de gros décalage par rapport aux chiffres annoncés que ce soit en Allemagne, en Europe ou aux États-Unis. On a juste la production industrielle qui est revenue quand même un peu moins bien dernièrement. Alors un peu mieux qu'espéré, mais on est à plus 0,7 en mensuel et 1,44 en annuel. On était autour des 2, un peu moins de 2 en annuel aux États-Unis. Donc c'est relativement moyen quand même. Ça montre quand même la faiblesse et le passage un peu à vide du marché américain. Le CAC 40 qui fait plus 0,5. Et qui pourrait donc profiter de ces bonnes nouvelles en Allemagne pour peut-être aller taper ses plus hauts. S'il y a une continuation des investissements et des achats massifs sur les marchés européens. Et on va regarder surtout les grosses variations. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la consolidation au niveau de la MACD. On le voit ici, inversion de tendance, donc consolidation en cours. On met des listes rouges, on se rapproche de la ligne des zéros, on va éventuellement aller en négatif. Et qu'est-ce que fait le cours? Le cours, finalement, il fait pas grand-chose. Il consolide, mais à plat. Et quand on a ce phénomène-là de baisse au niveau de la MACD et que le cours, lui,
reste plutôt sur les mêmes niveaux. C'est une consolidation à plat et c'est plutôt favorable pour une relance haussière par la suite. Parce que généralement, quand on consolide, bah, le prix il consolide aussi, il baisse. Et là, il baisse pas sur le CAC 40. Donc, plutôt un signal de force. On va regarder les grosses variations. C'est les bancaires, hein, forcément, avec ce qui se passe au niveau géopolitique qu'en profite, notamment la BNP. Les bancaires qui sont jugés par beaucoup sous-valorisés, notamment en Europe. Donc ça continue. Moi, j'ai pas un avis extrêmement tranché sur les bancaires, donc on va plutôt faire confiance aux analystes, mais je trouve que la montée quand même, alors oui, il faut rester évidemment si on est dessus, mais pour rentrer maintenant, ça me semble toujours peut-être pas idéal. Alors le plan de relance allemand pourrait aussi aider notamment les bancaires, les grandes banques françaises aussi. Ça pourrait peut-être soutenir un peu le cours. Et là, on voit la force, la force des chandeliers impressionnant sur la BNP. Société Générale, alors éventuellement un petit dossier spéculatif et opéable sur la Société Générale. On en parle depuis un moment. Ça existe toujours, donc pourquoi pas. Et STM, c'est pas vraiment pertinent. On va pas en parler. Et au niveau de ce qui ne fonctionne pas, alors Hermès, on voit le luxe qui continue de baisser. On surveille le luxe pour probablement le racheter. Au printemps, ça devrait être intéressant, je pense. On est toujours baissier sur Hermès. Sur LVMH, ils sont stables à plus 0,5. Mais c'est toujours les mêmes configs. Donc il faut je pense, les surveiller. Sur Signal pour éventuellement se replacer. Mais pour l'instant, on est toujours à court terme. On le voit baissier. Et je voulais voir quelques actions du portefeuille qui me semblaient intéressantes. Alors, oui, je ne sais plus si j'ai fait l'avertissement. Vous êtes au courant. Oui, c'est Hoffman que je voulais voir, notamment qui a donné ses résultats hier et qui était plutôt très bon. On le voit, elle est passée de 6 à 13 millions en chiffre d'affaires. Elle a également... hop, c'est pas ici, c'est là. On vise toujours un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros, pour une production d'1 million de tonnes répartie sur 3 sites. Donc elle est aussi en avance sur ses objectifs. Et les capitaux propres à 62 millions et demi, en baisse de 4,5, donc relativement stable. Et la trésorerie disponible, ça c'est une bonne nouvelle, une trésorerie à 16 millions. Une dette bancaire également réduite. Et puis on a les chiffres ici sur le tableau par rapport à l'année 2023 où on voit la progression du chiffre d'affaires qui est passé de 6 à 13. Le résultat net aussi. On est toujours en négatif sur Hoffman. C'est une petite valeur qui perd de l'argent. Mais on pourrait avoir le point de bascule très prochainement. C'est-à-dire le moment où elle devient enfin rentable, où elle commence à gagner de l'argent. Ça pourrait arriver cette année ou l'année prochaine, mais c'est plutôt intéressant s'il n'y a pas trop de problèmes de trésorerie et qu'elle arrive à pas être obligée de remettre au pot notamment. Et on a vu que la trésorerie était pas mal, l'endettement aussi est bien géré. C'est en train de prendre un peu son envol avec pas mal de contrats et une augmentation du chiffre d'affaires. Donc sur le ciment bas carbone, ça devrait plutôt progresser. Donc le seul petit bémol, c'est la trésorerie, comme beaucoup de petites valeurs. Mais on est quand même a priori sur des bonnes bases. Et je crois que il y a un analyste qui l'avait évalué et rehaussé pour un achat à 8 euros, il me semble. Et on va voir sur Hoffman, on est autour des 5 toujours, 4,98. Donc les 8, ils sont ici, on le voit. On a toujours des volumes, alors pas soutenus, mais de temps en temps, on a bien rebondi sur le 4. Donc moi, je suis toujours plutôt favorable. C'est une action plutôt moyen-long terme, moyen terme, on va dire. Toujours favorable sur cette valeur qui peine à démarrer fortement, mais qui a toujours de bonnes perspectives et des résultats solides. On va aussi parler d'autres valeurs qui semblent toujours intéressantes à avoir, à acheter si vous ne les avez pas. De CRSI, donc on avait la première, le premier boost là sur la résistance à 5,16. Moi j'ai décidé de garder parce que je voyais un peu la config plutôt largement favorable, les volumes intéressants et puis la dynamique sur cette valeur là. Donc pour jouer certainement les
les 6 euros. Donc je suis resté, j'ai pas pris mes bénéfices ici et on voit qu'elle est peut-être encore en train de repartir. Il y a eu beaucoup de volume aujourd'hui. Dès qu'elle revient ici sur l'agglomération de moyenne, elle repart. Donc ça confirme un peu l'objectif qu'on peut avoir sur de ces RSI et des nouveaux plus hauts, pas historiques parce on a déjà été énormément bien plus haut par le passé, mais le but, oui, c'est d'aller taper la zone ici entre les 5 et les 7 et travailler dans cette zone-là. Donc, toujours plutôt favorable. AMG aussi, on avait parlé notamment sur l'industrialisation et puis le lithium également. Donc ça peut être intéressant et puis là aussi techniquement c'était super intéressant avec les rentrées sur volume, la phase de congestion et puis c'est peut-être même pas une phase de congestion mais un canal haussier qui va se créer un peu sur AMG. Je crois que c'est Amsterdam. Oui, donc sur Euronext Amsterdam. Toujours le moment, je pense, de le prendre, parce que cette config-là, avec cassure de moyenne à 200, cassure d'oblique ici, et tout le travail qui est fait avec les pics de volume, c'est plutôt intéressant pour une dynamique haussière. Donc, selon moi aussi, toujours plutôt intéressant à acheter AMG. GTT aussi, c'est favorable. Alors, on n'a pas comblé le gap, le gap sur résultat. Ensuite, prise de bénéfice, forcément. On comble pas et on repart. On repart au-dessus des 143,8. Donc là aussi, si vous n'étiez pas avant les résultats, notamment, avant les résultats ici du 20 février, ça peut être intéressant de rentrer sur GTT, qui est toujours un des leaders. Et ça, c'est favorable d'avoir une entreprise comme ça qui a une position de leader en termes de technologie, c'est-à-dire elle fait les cuves de méthanier et elle a une avancée technologique qui lui permet de faire un peu d'être le meilleur dans sa catégorie. Donc si on veut des cuves style GTT, il n'y a pas trop le choix, donc elle a un pricing power important, elle est capable éventuellement d'augmenter ses prix pour garder ses marges et les clients ont pas trop le choix parce que c'est les meilleurs et les plus importants. Donc oui, GTT toujours favorable. On pourrait peut-être avoir une grosse séquence haussière. On est encore assez proche, on le voit, des moyennes les plus longues. Donc c'est toujours, selon moi, un moment intéressant et favorable pour acheter avant que ça démarre fortement et qu'on voit le cours s'envoler. Imerys, c'est la même chose. Alors Imerys aussi, elle pourrait être achetée. Il y a aussi des rumeurs d'OPA sur Imerys. Alors dernièrement, les OPA étaient pas. Alors, il y a une certaine disparité. Des fois, il y a des primes assez importantes, mais en gros, on est dans l'ordre de plus 30% sur le cours de la veille de l'annonce de l'OPA. Donc, on peut toujours avoir une bonne nouvelle avec cette annonce et puis le cours d'Imerys qui flambe. Et sans ça, on a aussi des bonnes nouvelles sur la valeur. Techniquement, on est très propre avec le gap suite au résultat, le travail moyenne à 200 et puis encore beaucoup de dynamisme, beaucoup de volatilité et une dynamique haussière sur Imerys. C'est toujours, selon moi, aussi à acheter pour se rapprocher des 37,50, je pense. À court terme. Ruby, alors Ruby, il y a eu un abaissement d'analyste il a mis de acheter à conserver. Comme souvent, c'est un peu interprété binairement, ces changements d'analyse, donc ça a été un peu vendu. Alors, la bonne nouvelle, c'est que hier, on a comblé le gap, enfin. Le gap des 27,30. Donc il n'existe plus. Comme par hasard, la baisse d'analyste, elle arrive là, sur ce niveau-là. Donc forcément, des petites prises de bénéfices qui, selon moi, sont pas catastrophiques. Alors les volumes aussi sont un peu plus importants. Mais si on veut rentrer sur Ruby et qu'on avait notamment loupé la phase ici, on la retrouve ici sur une zone autour des 24,9, des 25. Elle est à 25,2. Qui semble toujours plutôt favorable pour jouer le moyen long terme. À court terme, on pourrait éventuellement attendre encore un petit peu qu'on n'ait pas de cassure des 24,9.
mais ça semble toujours plutôt favorable. SEB aussi, elle est bien, hein, elle est très bien, SEB. On l'a dit, énormément implanté sur le marché chinois qui est en train de repartir. Il y a aussi un peu le marché américain et surtout nord-américain. Mais les dernières données qu'on a sont plutôt favorables sur SEB. La seule chose qui avait un peu déçu, c'était les équipements un peu professionnels qui étaient moyens, mais pour ce qui était plutôt grand public et classe moyenne, c'était des bons chiffres. Donc SEB, elle revient aussi sur une zone historiquement rachetée hein, depuis 2022. 2022, on l'avait cassé, puis début 2023, c'est le support. La zone autour des 80 euros. On le voit ici, hein, été 2023, automne 2023, été 2024, hiver 2025. C'est racheté. À chaque fois qu'on revient sur les 80, 85, c'est racheté. Et là, on a fait aussi un gros pic de volume ici. Ça trompe pas. Regardez la journée. On part en gap baissier. Et pendant toute la séance, c'est racheté, c'est racheté, c'est racheté, c'est racheté. Un pic de volume énorme. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ben, on a la continuation de la tendance. Alors, la tendance, elle n'est pas... on fait pas un tout droit. Hein. On fait rarement des tout droits. Ça arrive, mais... on a des journées où on fait que monter ou que descendre, mais généralement on a ce phénomène un peu comme les sismographes où on va voir des petits mouvements erratiques, mais si on dézoome, on voit bien que le mouvement il est plutôt il a une tendance haussière claire sur SEB, donc SEB qui comble également le gap aujourd'hui. Hier on l'avait frôlé, donc hop, plus de gap baissier, donc là aussi un signal intéressant, et puis l'inversion de tendance. On retrouve la moyenne à 200, on vient de faire un échec évidemment, hein, pile dessus comme d'habitude, on est au courant, hein. Donc à court terme, on va peut-être redescendre un peu, on peut même la casser fortement demain, hein. Des fois ça arrive. C'est pas le scénario privilégié, mais surtout ce qu'on a, c'est tout se met en place sur SEB pour avoir le rebond, le rachat sur support, le retournement, et on a les étapes hein, avec à nouveau le comblage de gap et puis ce retour clé ici au niveau des 93, donc aussi une belle valeur à acheter, je pense. SEB, Schneider qui revient. Schneider Electric, alors moi je suis déjà dessus depuis un moment. On revient sur la zone clé, hein, les 235 notamment, moyenne à 200 et support ici qui avait mis beaucoup de temps à lâcher les 235 euros. On y est revenu. Pour beaucoup, c'est sous-valorisé aussi, hein, la chute qu'on a eue avec DeepSeek et puis quelques jours plus tard aussi, c'était pour moi vraiment exagéré, donc toujours largement favorable sur Schneider Electric, et puis la voir ici sur un prix de 235, c'est quand même assez intéressant. Elle devrait continuer à être portée par les data centers, entre autres, mais pas que. Hein, donc forcément toujours favorable sur Schneider Electric. Donc confirmation cette semaine, on espère les voir repasser au-dessus des 235 et on aura certainement un gros signal positif sur la valeur. SolarEdge, c'est un peu plus spéculatif, notamment sur les énergies renouvelables et solaires. Moi j'avais bien aimé les résultats ici avec le gros pic de volume. Ça avait été vendu. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On a comblé le gap et puis on est reparti un peu. Et puis on confirme surtout cette dynamique ici de canal haussier ici, hein, entamé depuis la fin novembre. Alors on le voit, hein, on en avait parlé ici de SolarEdge et puis c'était pas le moment visiblement, à plus de 200$. Et aujourd'hui elle cote très très faiblement puisqu'on est descendu à 10$, mais à 10$, bah, ça intéresse pas mal de monde. Et puis éventuellement aussi, elle peut se faire racheter hein, à ce prix-là. SolarEdge, les volumes sont, on le voit sur les points bas, hein, plutôt rachetés. Donc la tendance, elle est peut-être à un retournement. C'est trop tôt. On peut pas mettre non plus une grosse ligne hein, sur SolarEdge parce que le graphe il est relativement moche, mais on sent qu'il se passe des choses quand même pour un petit retournement, donc c'est à surveiller. Et comme c'est une petite valeur, on peut espérer la spéculation avec l'OPA éventuel et le rachat et le gros boom d'un coup. Solvay, toujours très intéressant, hein. J'avais donné notamment le signal d'achat ici au mois de février. Moi j'étais rentré dessus, c'était notamment dans la chimie construction, donc c'est plutôt un secteur aussi qui est en train de bien repartir. On en avait parlé au mois de février. C'est pareil, le pic de volume, quand on a des pics de volume comme ça très forts, et qu'on a la confirmation des rachats
les jours qui suivent, généralement ça trompe pas. Donc quand on voit ça, c'est favorable. Donc là on l'a eu. On a eu le travail sur moyenne à 200 et puis confirmation derrière avec les grosses journées, les volumes un peu plus importants, pas autant que le 4 février, mais on voit quand même des gros chandeliers, une grosse dynamique, une grosse force pour tout casser et puis aller vers l'avant. Le but, évidemment, Solvay, c'est de casser les 38 assez facilement, puisqu'on a une tendance un peu macro qui est favorable. Techniquement, c'est parfait aussi. Donc, sur Solvay, elle est à Bruxelles, je crois. Largement favorable. Les acheteurs également. Téléperformance aussi. Les résultats qui avaient été vendus puis rachetés. Pic de volume, on met des gaps qu'on comble relativement rapidement et puis là on revient un peu comme quand on tend l'élastique, ça va en bas, ça va en haut, ça va un peu moins bas, ça va un peu moins haut, donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de congestionner pile à la moyenne à 200, autour des 96 euros. Et moi j'aime bien cette valeur parce que alors non seulement elle a énormément décoté, mais surtout les fondamentaux sont bons sur Téléperformance. Elle continue de gagner de l'argent régulièrement. Elle n'est pas trop endettée. Alors il y a eu des doutes sur l'intelligence artificielle et la possibilité que son cœur de métier soit un peu challengé par d'autres entreprises qui auraient pas la même technologie forcément et moins de personnel humain qui coûterait moins cher, mais l'IA ça va aussi aider Téléperformance, va s'en servir pour baisser ses coûts et baisser ses effectifs. Les résultats sont toujours très bons sur Téléperformance, c'est pour ça qu'une valeur comme ça qui garde des fondamentaux corrects et qui a été largement baissière, ça me semble intéressant de s'y réintéresser. Et puis techniquement on a aussi le double bottom ici sur les 77. On y revient une fois, on y revient deux fois et ça rebondit, on attaque les moyennes. Donc là aussi, techniquement, c'est super favorable. Échec moyenne à 200. On revient, on casse, on fait le travail dessus. À terme, je pense qu'on peut viser au-delà des 120 euros sur Téléperformance. Donc toujours plutôt favorable. Je suis investi sur Téléperformance, pas beaucoup, mais un petit peu. Et ça me semble une valeur également à acheter maintenant. Valourec, là aussi, spéculation pour éventuellement l'OPA d'ArcelorMittal. Comme ArcelorMittal va bien, il devrait avoir un peu de liquidité. Et la possibilité de retirer de la cote Valourec, ce serait pas surprenant pour l'intégrer complètement à ArcelorMittal. Il y a toujours un peu de vente à découvert, mais le rebond, il est bien là, ce qu'on a vécu dernièrement. Alors, petit gap baissier, c'est tout rouge. On va chercher le support. Généralement, quand on a ça, on sait qu'on va aller sur le support le plus proche. Donc, gap baissier, boum, le support, il est où? Il est à 16,23. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On va toucher les 16,23 et on rebondit directement et assez fortement avec que du vert. Ça aussi, c'est pas mal parce que on pouvait éventuellement, alors pas être inquiet, mais être un peu inquiet si on cassait cette zone-là et qu'on donnait des signaux négatifs parce que graphiquement ça plombait un peu la dynamique. Et là, ce qu'on a fait, c'est le vrai travail sur support et le rebond immédiat pour une reprise en V. Donc, ça valide plutôt la continuation de la tendance très forte sur Valourec. On attend toujours l'OPA d'ArcelorMittal. Si c'est le cas, boum, le cours va exploser. La VAD aussi risque de faire un short squeeze. Donc, toujours plutôt intéressant à acheter. Là aussi, inversion de tendance aujourd'hui autour des listos verts. Donc, ce qu'on espère, c'est un comblage de gap assez rapide et de continuer la tendance. Donc, sur Valourec, pas de mauvaise nouvelle parce que le support des 16.2 a tenu. Et ça c'était important. Ici, tout ce travail, boum, ça a tenu. Et Viridien aussi, une belle valeur. On avait parlé, je l'avais raté parce que j'attendais les résultats et puis elle a explosé sur résultats. On avait pris, je crois que c'était énorme ce qu'on avait pris. 20%. On avait pris plus de 20% dans la journée, donc j'avais pas voulu rentrer. Derrière, petite prise de bénéfice, mais pas énorme, parce que le gap, il existe toujours sur Viridien, notamment dans l'exploration de pétrole.
C'est une parapétrolière, hein, c'est les pétrolières qui vont utiliser les services de Viridien. Donc oui, là on revient et on casse à nouveau facilement les 63. Donc la tendance assez forte à la hausse, elle semble validée, hein, par cette grosse explosion. Et puis là à nouveau, boum boum boum, 3 gros chandeliers. Donc c'est haussier. Et puis on a cette confirmation du gap à 58. Donc peut-être une valeur également à acheter pour jouer toute cette zone-là qui est assez grande, assez grosse en termes de volatilité. Entre les 63 et les 96, forcément, il y a de quoi faire et on s'arrêtera peut-être avant, hop, vers les 80. Mais oui, c'est une belle dynamique quand même quand on voit certaines pétrolières qui ont un peu plus de mal, notamment. Et Vision Group, c'est pareil. Explosion sur résultat. C'est quasiment le même graphique que Viridien, hein. Un gap haussier, ensuite des prises de bénéfices et on commence à repartir, à rebondir. Donc il faut acheter aussi Vision Group. Si ça redescend, ce sera plutôt une opportunité d'achat en plus, hein. Pas trop inquiet sur le modèle de Vision Group. Alors même s'il y a un petit ralentissement aux États-Unis, elle a quand même fait ses preuves, notamment avec ses contrats avec Walmart. Donc plutôt largement favorable sur Vision Group. Il y a Xpeng aussi qui a donné ses résultats. Résultats vendus. Moi, j'avais donné cette zone-là, hein, comme probablement prise de bénéfices intéressante entre les 18 et les 23. Elle est allée un peu plus haut, hein, même beaucoup. Elle est allée sur les 27. Et derrière, ça baisse un peu, des prises de bénéfices, hein, suite aux résultats, c'est plutôt logique. Même si les résultats sont corrects, hein, on le voit, on est monté haut un peu partout. C'est normal qu'on ait des reprises de souffle. Donc si on veut jouer Xpeng, maintenant on attend la fin, hein, de la baisse, le pullback, éventuellement se replacer, pourquoi pas sur les 15. Si on y arrive, ça sera une zone, je pense, pas tellement chère, hein, sur Xpeng. Pas sûr qu'on y arrive, mais moi c'est plutôt ça que je chercherais si je veux me réinvestir dessus éventuellement. Mais là, ça mérite une petite correction logique au vu de l'explosion du cours. 296% en 6 mois. Forcément, hein, il y a un moment, on prend les bénéfices, mais toujours plutôt favorable, hein, sur le moyen long terme. Maintenant, ici, c'est un peu cher. Les actions abonnées, on avait Moulin Vest, dans le bois. Toujours un peu limite Moulin Vest, parce qu'on le voit, on est toujours sous cette oblique là, hein, court moyen terme, avec les plus hauts qui sont en échec. Et là, on est revenu la tester, on le voit, hein, techniquement, on mèche dessus, à chaque fois, c'est non, 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 ça passe pas. Donc il faut attendre que ça passe. Alors la chose positive, c'est on est en train de travailler la moyenne à 200, mais on voit qu'il y a quand même toujours une certaine force, une certaine inertie, hein, parce qu'elle est toujours baissière. Le support, on l'a frôlé, support à 9,9. Donc il faut attendre un peu un débordement et puis un retournement un peu plus fort, je pense, pour racheter Puig. Alors apparemment, elle est en bourse que depuis le mois de mai 2024. Donc ça fait un peu moins d'un an. Et pas terrible, parce que oui, si les premières journées ont été plutôt correctes, à partir du mois de juin, ça baisse, ça baisse, ça baisse, boum. Et puis ici, septembre, gap baissier, pas bon. On baisse, on baisse, on baisse. On atteint le support ici, alors il est pas très vieux, hein, 14 janvier. On a la phase ici avec les plus hauts de plus en plus bas, éventuellement de congestion ici. Donc, ce qu'on peut jouer, c'est la sortie par le haut pour un redémarrage, mais actuellement, c'est quand même très négatif et très baissier. Donc, il faudra avoir des signaux forts de sortie pour se réintéresser à la valeur. Quantum Corp, super volatile, éventuellement intéressante à trader parce que, on va voir, hein, les chiffres. Là, on était à 10 $. Elle est au Nasdaq. Elle a explosé. Déjà avant, elle était à 3,5. Boum, elle monte autour des 8-10. Et puis en quelques jours, 90 $. On va voir ce que ça fait. Hop, ça fait 2058%. Ça fait rêver. Donc, forcément, une grosse prise de bénéfices. On descend. Gap baissier qu'on n'a pas comblé depuis.
Le gap, il était où? Il était là. 7 janvier. 45 $, 41 $, 26 $. On peut le noter aussi. Celui-là, c'est un rebond intéressant. Et dernièrement, on est venu combler le gap parce qu'il y avait un petit gap sur les 10,50 et on est venu le combler. Regardez, hop, une journée en dessous, c'est racheté. Le lendemain, c'est vert. Le surlendemain, boum, pic de volume. C'est éventuellement ça qu'on aurait dû acheter si on suivait la valeur. C'est ça. Cassure de moyenne à 200, pic de volume, rebond sur support. Donc quand on a ce chandelier-là du 13 mars, si vous en voyez, n'hésitez pas à le dire rapidement parce que c'est ça qu'il faut acheter. Et derrière, hop, là on est à plus 50% en 3 jours. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut jouer? On voit qu'on a des volumes quand même soutenus. On peut éventuellement faire un trend following pour tenter d'aller casser les 25,4 et même un peu plus haut. Et essayer de monter les stops petit à petit parce qu'on a toujours des volumes intéressants et qu'on voit qu'on n'est pas trop haut et qu'on a une belle dynamique. Maintenant, ça reste spéculatif parce que justement, on la prend pas ici où il n'y avait pas trop de volatilité. On la prend déjà sur les 22 avec un potentiel de baisse qui serait pas anodin de moins 40%. Si elle revient là, on reste dans la figure, c'est tout à fait possible. Et ça pourrait repartir après. Donc, si vous mettez 10% de votre portefeuille et que vous prenez moins 40%, ça va être compliqué. Donc, petite ligne, mais oui, ça se joue en spéculatif plutôt intéressante parce que très volatile et parce que volume et éventuellement pas mal de potentiel. Robinhood, toujours sous son oblique baissière, donc non. Alors, elle travaille, notamment au niveau d'un support intermédiaire autour des 38 ou alors l'autre que j'avais noté autour des 30. Ça peut repartir, mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Il y a aussi la moyenne à 20 qui est toujours au-dessus. Donc, je pense qu'il faut d'abord casser l'oblique, casser la moyenne à 20. Et si ça arrive, éventuellement, se placer sur Robinhood. Mais là, c'est trop tôt. Et Trip.com, je ne sais pas ce qu'elle fait. Support aux entreprises. Fournisseur de services liés au voyage au monde. D'accord. C'est pas mal. Il y a cette belle zone des 57, on le voit, c'est une zone clé plus haut. Ensuite, on revient dessus. Hop, support, support. Et à une nouvelle fois, support sur moyenne à 200. Donc, les 57, c'est la belle zone support qui peut éventuellement être retesté dans quelques semaines ou quelques mois. On a l'oblique, donc tout ce travail qui va être fait entre les deux. C'est de l'observation. Si on casse vers le haut, on achète. Éventuellement, si on revient sur support, on peut acheter pour jouer le rebond. Si on casse le support, c'est mauvais. On va aller plus bas éventuellement. Vers les 47 ou 43. Donc, observation, rien à faire. Et sur des mouvements déclencheurs, prendre position. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent et les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus.